revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre partie débat pour ce soir qui concerne la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Allemagne et donc tout le dossier des relations bilatérales entre l'Allemagne et l'Égypte. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, premièrement, on voudrait parler de l'importance, d'une manière générale, de son importance stratégique, l'importance de cette visite. Bien sûr, cette visite s'inscrit dans les efforts de l'Égypte à avoir des relations partout avec tous les pays du monde. Nous avions il y a quelques jours aussi le Premier ministre de la Bulgarie en Égypte, ça c'est les Balkans. Le président Sisi était avant ça en Russie. On a beaucoup de visites aussi en Afrique. Et maintenant, c'est l'Europe. Et avant ça, bien sûr, aux États-Unis, durant l'Assemblée générale des Nations unies. L'Allemagne est très stratégique parce qu'on sait tous c'est un pilier important de l'Union européenne. L'Allemagne aussi représente un centre de l'économie européenne. Même tous les pays européens savent que la force économique de l'Allemagne, c'est la boussole où est-ce que va l'économie de l'Europe. Alors, je crois que c'est une bonne vision de la part du président de décider de s'adresser à l'Allemagne normalement dans les domaines de, par exemple, l'énergie. On a vu le centre d'électricité avec coopération avec Siemens. C'est la plus large au Moyen-Orient. Et même le directeur général, le PDG de Siemens lui-même a dit hier que c'était une excellente décision de travailler avec les Égyptiens parce qu'ils sont des gens sérieux, qu'ils avaient vraiment l'intention de faire quelque chose d'effectif, des matériels qu'on va leur fournir. C'est ce qui s'est passé. Donc, d'abord, voilà, on a une coopération avec une compagnie exemplaire comme Siemens. On reviendra en détail au projet de coopération avec Siemens parce qu'il est important, mais je voudrais vous demander qu'est-ce qui fait que l'Allemagne a ce poids économique au sein de l'Union européenne? Sa production, son industrie, sa politique? D'abord, elle a une population qui n'est pas assez large comme les autres pays, donc elle a pu se concentrer et d'abord elle n'avait pas de dépenses militaires après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait de l'argent, il y avait un peu de main-d'œuvre aussi, et il y avait la facilité de travailler et d'investir. Donc, ils ont construit les usines, ils ont recommencé de zéro, et là, ils ont pu avoir une position assez avancée parmi les pays européens. N'oublions pas que le budget militaire prend pas mal d'espace dans les caisses des pays comme l'Europe, comme la France et l'Angleterre. Alors que l'Allemagne avait uniquement la possibilité d'exporter les matériels. N'oublions pas que notre force navale en Égypte, elle détient des sous-marins allemands qui sont les meilleurs dans le monde. Et on a bien fait de choisir les Allemands dans ce domaine. Et cela montre que les Allemands, ils avaient une vision qu'il fallait profiter à un certain moment du fait qu'ils n'auront pas des dépenses militaires, qu'ils vont travailler et qu'ils peuvent occuper une place importante dans les marchés. Bon, quels sont les domaines d'excellence dans l'industrie en Allemagne? Bien sûr, l'industrie automobile. On sait bien sûr les meilleures marques allemandes, que ce soit Mercedes ou BMW, tous les présidents, les leaders dans le monde, ils préfèrent cette marque. Ça, c'est une chose. Et, bien sûr, les matériels aussi, même les voitures de seconde catégorie comme le Volkswagen, c'est la production, elle occupe une place très importante dans le marché américain, qui a elle-même une industrie automobile, mais les Allemands sont là. Alors ce secteur, bien sûr, est un secteur indéniablement quelque chose de très important.
Deuxièmement, bien sûr, les matériels aussi de tout ce qui est dans les maisons. L'électroménager. Bien sûr. Et bien sûr, l'efficacité des matières ou de matériel allemand a une très bonne réputation. Donc ça, c'est une chose très importante aussi chez eux. Mais est-ce que l'Allemagne continue à fabriquer? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance maintenant à voir tous les produits sur les marchés chinois. Bah, normalement, les produits véritablement allemands, on ne les retrouve plus. Bah, on va dire que c'est comme tous les autres produits des autres pays, c'est-à-dire Braun par exemple, oui. Elle est allemande, mais on trouve que par exemple les matériels de Braun c'est fait en Chine, c'est parce que leurs usines sont déplacées là-bas. C'est le problème chez l'administration Trump, que toutes les usines américaines sont en dehors. Parce que la main-d'œuvre est moins chère. Voilà, voilà. Mais lui, Trump, il s'est dit à un certain moment, on aura alors maintenant du chômage, alors il faut faire revenir toutes ces usines. Et je crois que l'Allemagne va faire la même étape prochainement, parce qu'avec le flux migratoire, les problèmes économiques de l'Europe tout entière, normalement, ils vont décider de ne plus faire de l'industrie à l'extérieur. On l'espère. Bon, cette visite est importante sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan de la coopération bilatérale. On aimerait éclairer cette question. D'abord, commençons de 2013, lorsqu'il y a eu la révolution du peuple égyptien contre le mouvement des frères musulmans. La position de l'Égypte était très mauvaise dans les yeux des politiciens européens et surtout l'Allemagne, qui avait des soucis sur les démarches que l'Égypte avait prises. Je crois que le président El-Sisi a pris l'affaire doucement. Il a compris la logique des Allemands. Il nous a présenté à plusieurs reprises la version populaire égyptienne, que c'est la décision du peuple égyptien. Nous souvenons tous de la première visite du président El-Sisi. Il y avait pleinement de démonstrations des gens qui étaient contre le président et tout. Mais cette fois-ci, il n'y a carrément personne là-bas contre, parce que la vision a commencé à être claire pour toutes les populations là-bas, surtout la communauté arabe et turque là-bas. Et alors, les relations bilatérales entre le président El-Sisi et Angela Merkel, la chancelière allemande, est très importante, parce que je crois qu'elle a compris qu'elle est en face d'un leader qui a une vision, et que la coopération économique, elle est un point commun très important pour les deux pays. L'Allemagne, malgré sa croissance économique, elle a besoin aussi du marché à l'extérieur, surtout au Moyen-Orient. La visite de Merkel en Égypte, elle a inauguré pleinement des projets comme ça. Elle avait avec elle une dizaine d'hommes d'affaires allemands qui ont commencé à travailler en Égypte. Alors je crois que la personnalité du leadership compte beaucoup. Est-ce qu'il est convaincant? Est-ce qu'il a la possibilité d'écouter et d'échanger? Je crois que c'est la personnalité du président El-Sisi qui a facilité cela. N'oublions pas normalement notre bras diplomatique, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, qui contacte toujours ses homologues à l'Union européenne, surtout en Allemagne. Alors c'est normal que les relations bilatérales, elles sont construites aussi sur le dialogue entre les personnes, entre les deux leaders. Et moi je crois qu'il y a une entente exceptionnelle entre Merkel et Sisi. Et je crois que les deux leaders, et surtout notre président, il a compris qu'il faut profiter de cela pour augmenter notre coopération. Effectivement, le président El-Sisi a eu des entretiens avec un grand nombre d'entreprises allemandes. Et la chancelière allemande Angela Merkel elle-même, elle a encouragé les industries allemandes à investir en Égypte et en Afrique. Oui. Alors, n'oublions pas qu'il y a une relation très spéciale entre les industries et les gouvernements en Occident. C'est un échange assez délicat. C'est-à-dire, par exemple, si le gouvernement a vraiment un problème
avec un pays quelconque, comme ils ont avec la Corée du Nord par exemple, ou comme ils avaient avec Kadhafi en Libye ou Saddam Hussein avant, ils bloquent souvent l'exportation et l'investissement. Et vice-versa aussi, si les compagnies trouvent que c'est important de travailler dans un pays, ils font le lobbying chez les politiciens pour travailler là-bas. Je crois qu'il y a une entente excellente entre le gouvernement et les chefs d'industrie allemands sur le fait que l'Égypte est un pays fertile pour l'industrie et l'investissement. Le Moyen-Orient est très volatile actuellement. C'est très rare de trouver maintenant des clients ou des zones de marchandises pour l'exportation des marchandises allemandes. Je crois que l'Égypte, par excellence, maintenant, est devenue la cible numéro 1 de ces compagnies. Et heureusement que maintenant, il y a une entente politique qui ouvre la porte. Et aussi sûrement que ça va être une relation gagnant-gagnant pour l'Allemagne et pour l'Égypte. Exactement, parce que... Un marché fertile et une main-d'œuvre ou bien une expertise qualifiée. Bien sûr, si par exemple il commence à faire de l'industrie automobile ici avec la main-d'œuvre égyptienne, comme la France fait par exemple en Roumanie ou au Maroc, pourquoi pas que ce soit ici en Égypte? Alors, ça sera une excellente opportunité pour nos jeunes pour gagner cette expertise. Aussi dans l'industrie, les machines de textile en Égypte, ils sont tous des machines allemandes. Lorsque vous parlez avec les gens égyptiens dans l'industrie de textile, vous disent on doit envoyer nos ouvriers là-bas et nos ingénieurs en Allemagne parce que les matières sont allemandes. Alors je trouve que bien sûr, ça va donner un boosting un petit peu pour notre industrie de textile et pour d'autres industries aussi. Un important accord a été signé, c'est l'accord avec Siemens. On aimerait donner plus de détails sur cet accord. Alors, bien sûr, on est fiers d'annoncer à tout le monde qu'on a le centre électrique la plus large au Moyen-Orient maintenant. Le président ici avait travaillé sur ce thème ardemment pour des années. Je crois les Allemands au départ hésitaient parce qu'ils ne savaient pas si on était vraiment sincère à travailler, parce que les Allemands sont très sérieux dans leur méthode de travail. Or, ils ont trouvé en face quelqu'un qui est encore plus sérieux, qui exigeait du planning et vraiment du temps précis pour la réalisation de tout cela. Je crois l'accord, c'est pour élargir cette coopération. On va être maintenant non seulement un pays qui produit l'électricité pour sa propre consommation, mais on sera aussi pour les autres pays du Moyen-Orient. Un exportateur? Bien sûr, pour le Liban par exemple, on est un exportateur actuel aussi, mais on sera pour la Jordanie. La Jordanie compte sur nous, sur ça aussi. Et j'espère aussi pour la Libye. Alors peut-être c'était la malchance des autres pays, mais c'est une bonne chance pour nous qu'ils sont maintenant en train de retravailler leur économie, alors que nous, on a maintenant cette matière. Regardez par exemple, tout le monde parle de la reconstruction de la Syrie. Alors je crois que ça sera moins cher pour les Syriens d'exporter l'électricité de chez nous que d'autres pays dans le monde. Bien sûr, à cause de l'infrastructure, vous parlez. Exactement. Bon, et sur le plan de la coopération dans la région, il y a des dossiers qui intéressent l'Égypte comme l'Allemagne, bien sûr, dont la Syrie, la Libye. Un autre dossier dont on va parler tout à l'heure qui est très important pour l'Allemagne, c'est l'immigration clandestine. Bien sûr. Le dossier syrien était depuis toujours un point un désaccord. Ce qui distingue l'administration égyptienne actuelle, c'est que on écoute, on échange, mais notre vision, elle n'est pas influençable. Parce que notre vision, elle est liée à des points fondamentaux sur la souveraineté de l'Égypte et de la région. On l'a dit à maintes reprises et on va le répéter jusqu'à la fin. On ne va pas accepter que le territoire syrien soit divisé. Quoi que ce soit la solution, qui que ce soit sera le leader de la Syrie, que ce soit Assad ou autre, notre point fondamental, c'est qu'il ne faut pas diviser le territoire syrien. On a travaillé sur ce dossier
ardemment. On a parlé avec nos amis à l'Union européenne à plusieurs reprises. On leur a expliqué que ce sera un danger géopolitique et sécuritaire pour l'Europe aussi, parce que c'est juste à la porte. Et on a vu le chantage qui a été fait par la Turquie concernant le terrorisme et d'autres questions. Donc, ce n'est pas un allié qui est à la porte de l'Europe avec qui ils peuvent travailler. Donc, je crois qu'on a transmis cette vision. Numéro 1, c'est l'unité du territoire syrien. Numéro 2, il y a, tout le monde le savent dans notre domaine, qu'il y a des forces spéciales allemandes qui sont sur le terrain là-bas, sur le terrain aussi, pour exécuter certaines opérations très spécifiques. Mais il faut comprendre que maintenant, il y a un changement dans la mentalité des renseignements en Europe. C'est que les factions qui ont été financées, Jabhat al-Nusra et autres, ils ont commencé à comprendre que le Qatar utilisait ça pour certaines de leurs ambitions, la Turquie, même chose. Je crois qu'ils ont compris que l'Égypte avait un regard très clair. C'est que s'il y aura une opposition en Syrie, que ce soit une opposition pacifique, qui ne tue pas les gens, qui n'a pas le sang sur les mains, et qui soient surtout des Syriens, pas des étrangers qui viennent de l'extérieur pour faire la guerre pour les Syriens. Alors je crois qu'ils ont compris ça après le problème de flux migratoires qu'on va aborder. Et je crois que maintenant ils comprennent qu'un leader comme l'Égypte, maintenant, dans la région, il faut écouter sa vision, parce que c'est un pays qui a résisté à la tempête. On le sait tous. Et il faut comprendre aussi que la vision de l'Égypte vers la Syrie, ce n'est pas une vision pour ou contre, c'est une vision claire pour tout le monde, la stabilité. Et concernant la Libye? Alors, concernant la Libye, ça, on va bien sûr parler de l'immigration clandestine. Parce qu'à l'époque de Kadhafi, lui, il était conscient de ce problème. Il leur disait toujours, je fais le barrage des immigrés. Un jour, si je disparais, mon régime disparaît, vous allez voir que le barrage va souffrir. Et après ça, c'était le rôle d'Erdogan qui leur a dit, bon, moi, je vais arrêter le flux migratoire qui vient du sud du bassin de Méditerranée, mais vous me donnez de l'argent, 3 milliards d'euros et tout. Et Merkel, elle a rencontré Erdogan à plusieurs reprises. Elle a payé beaucoup d'argent pour calmer le jeu, mais ça ne se calme pas. Alors je crois que l'Égypte était un pays honnête sur ce dossier. D'abord, on a dit aux Européens d'accepter le général Khalifa Haftar comme un représentant du peuple libyen, de l'armée de la Libye, qu'il faut enlever l'embargo de l'ONU. Mais bien sûr, au départ, comme j'étais moi-même en France, il y avait une vision hostile envers la personne de Khalifa Haftar. C'est grâce à la diplomatie égyptienne, c'est grâce aux visites de M. Choukri à plusieurs reprises à Paris et d'autres capitales européennes, à leur dire que c'est l'homme de la situation, il faut l'écouter. Et maintenant, c'est quoi le résultat? Khalifa Haftar est reçu par Macron à l'Élysée. Et maintenant, l'Allemagne comprend aussi qu'elle a aussi des forces spéciales là-bas, avec les Italiens aussi, les Français, qu'il faut garder une situation calme en Libye, que les armes qui venaient de la Turquie et le Qatar pour les factions, pour déstabiliser l'Égypte, il faut s'arrêter, il faut que ça s'arrête tout de suite. Et je crois que les Allemands ont compris que l'Égypte était honnête sur le fait à bloquer cette crime organisé, parce que les pauvres émigrés, ils sont des gens, quand même des gens utilisés par certains gangs qui les jettent en Europe pour la prostitution, pour le drogue, pour le terrorisme, pour tous ces crimes. Alors nous, on a montré que nous, on a pu faire un embargo contre ces gens-là. On a fait une coopération navale avec tous les pays européens. Les derniers entraînements militaires, Bright Star, c'était avec les Américains, il y avait les Allemands aussi. Donc il est clair que sur ce dossier libyen, la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye, encore une fois, c'est la primauté. On ne va pas céder à des pressions d'autres pays qui ne veulent pas la paix en Libye. Les Allemands, ils ont compris le calme au sud du bassin du Méditerranée, c'est le calme pour toute l'Europe pour des années à venir. Et bon, quand on parle d'immigration clandestine, pourquoi ça ne peut pas se transformer en réfugiés politiques?
C'est une question très délicate, surtout à l'Union européenne, parce que ça a créé un problème au sein de l'Union concernant les pays de l'Europe centrale. La Pologne qui a refusé totalement votre proposition, réfugiés politiques ou quoi que ce soit. Notre ami Viktor Orban, le Premier ministre de la Hongrie, il a dit hors de question, je ne veux pas ces gens chez moi. La République tchèque, pareil. La Serbie, pareil. Il n'y a que maintenant dans les Balkans, il n'y a que la Grèce qui a encore des réfugiés chez... Et l'Allemagne? L'Allemagne, c'est l'Europe de l'Ouest. Parce que l'Europe de l'Ouest, elle a une autre vision. La France, l'Italie, maintenant l'Italie, on voit... Quelle est leur autre vision? Alors, leur autre vision, c'est d'accueillir ces réfugiés au nom du droit de l'homme. Mais on a vu, lorsque les Italiens ils ont eu un régime différent, le président Macron a décidé tout de suite de refouler beaucoup des réfugiés chez les Italiens. Alors là, les Italiens leur ont dit, nous on va pas, alors comme vous dites, nous on ne va pas respecter les lois de l'homme. Vous respectez-les, gardez-les chez vous. Et là, il y a eu le débat. Donc c'était pas et concret. l'Allemagne, elle a aussi un petit peu changé de position aussi. Bien sûr, parce que Merkel, aujourd'hui, elle a déclaré qu'elle ne va plus se représenter pour les élections. Elle comptait se représenter, mais elle a vu ce qui se passe maintenant en Allemagne. Et ils ont eu ce flux migratoire, ils ne savent pas le contrôler. Et il y a eu de la crime là-bas. Et ils essayent de dire maintenant aux Syriens, rentrez chez vous, mais personne ne va rentrer chez eux. Et comment ils vont rentrer chez eux? C'est ça la question, parce que c'est un double jeu qui n'a pas de sens. Comment vous soutenez des groupes terroristes là-bas qui bombardent ces pays et en même temps vous demandez aux gens qui viennent chez vous de rentrer chez eux? Mais ça n'a pas de sens. Qu'il essaye d'établir le calme, c'est ça ce que l'Égypte disait. Il faut établir le calme et combattre ces factions terroristes pour que les gens puissent se sentir en sécurité et rentrer chez eux. Mais je crois que c'est trop tard. Et vous pensez qu'avec la situation actuelle de la Turquie, les réfugiés qui sont en Turquie, qui sont nombreux, surtout syriens, ils peuvent se déplacer vers d'autres destinations? Alors là, c'est la grande question de chantage. Parce que malheureusement, Recep Tayyip Erdogan, il détient de la carte. Il peut ouvrir les frontières à tout moment. Et personne ne va vraiment les contrôler. On a vu les images, les gens qui passent par milliers comme ça. Alors il peut le faire, ça dépend de lui. Et si c'est la situation, si lui, par exemple, maintenant il fait le chantage sur Idlib, en Syrie, il veut garder cette enclave pour lui. Tandis que les Iraniens et les Russes ne veulent pas. Mais maintenant, Merkel, elle est dans les négociations avec Poutine, avec Erdogan, pour lui dire, laissez la Syrie tranquille maintenant, et nous, on va voir avec vous. Alors lui, il fait le chantage avec tout le monde. D'ailleurs, paradoxalement, c'était la vision de Kadhafi. Il a dit un jour, ce sera Erdogan qui va jouer le rôle de chantage. Je crois que l'Europe est en péril. Parce que ces gens-là, qui sont les Syriens en Turquie, je ne sais pas s'ils vont rester en Turquie et je ne suis pas sûr qu'ils vont rentrer en Syrie. Ils cherchent. Il y a aussi des groupes qui les financent pour les faire pousser en Europe. Et ça va venir. Bon, et pourquoi on ne regarderait pas ces gens-là en tant que potentiel pour les ressources humaines et qu'on les utiliserait? Tout d'abord. Je veux dire, pourquoi c'est un fardeau? Parce que tout d'abord, leur arrivée, un réfugié... comme les Arméniens, par exemple, au début du XXe siècle. Lorsqu'ils sont partis là-bas, c'est pour chercher du travail. Or, ce genre de réfugiés, ils étaient chassés tout de suite de chez eux. Il y avait des gens qui leur donnaient de l'argent, qui les mettaient dans les bateaux, les envoyaient en Europe. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ne parlent pas la langue et ils ne savent pas s'il y a un marché de travail pour eux. Il n'y a pas, d'ailleurs. Troisièmement, avant, il y avait la main-d'œuvre que l'Europe avait besoin. Maintenant, tout est avec leurs ordinateurs et les machines. Regardez, par exemple, les usines de Mercedes, Volkswagen en Allemagne. C'est les robots. On n'a pas besoin maintenant de quelqu'un qui vient de l'extérieur pour mettre le matériel dedans. Alors, déjà, il n'y a pas de place pour eux. Le problème linguistique. Et il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le populisme, c'est-à-dire les mouvements au sein de l'Europe qui sont nationalistes.
et qui n'acceptent plus des gens qui viennent chez eux. Ça n'existait pas dans les années 80 ni 70. D'ailleurs, en France, c'est la même chose. Ça a changé depuis 70, à l'époque de Giscard d'Estaing qui a fait le droit de faire venir les familles, regroupement familial. Maintenant, ça a changé. Maintenant, tout le monde hésite d'accueillir des Marocains ou des Algériens. Oui. Bon, un dossier important qui intéresse l'Allemagne comme l'Égypte, c'est le combat contre le terrorisme. Alors, l'Allemagne, bien sûr, elle avait un dialogue avec le Qatar sur un certain moment. Lorsqu'il y a eu ce blocage entre les 4 pays, l'Égypte, le Bahreïn, les Émirats, l'Arabie Saoudite, contre le Qatar, à cette époque, le chef des renseignements allemands avait visité Doha, le Qatar. Il leur a demandé de leur donner tous les secrets sur les groupes terroristes et en échange, le Qatar sera protégé par l'Union européenne et l'Allemagne. Mais cette coopération n'a pas abouti. Bien sûr, ça ne donne rien sur le terrain. Je crois que les Allemands, ils ont vu maintenant qu'il y a un pays qui a combattu le terrorisme, c'est l'Égypte, et qu'on le combat jusqu'à maintenant en Sinaï. Or, il est important de se mettre à la place des services de renseignement là-bas. Ils ont des missions très spéciales, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes, des factions qui travaillent pour eux. Et tous les pays européens travaillent sur ce sujet. Mais je crois que la coopération aussi, elle est importante parce que s'il y aura des groupes qui vont faire pousser des terroristes au sein de l'Europe, on a des échanges. On peut les alerter. On peut leur dire, méfiez-vous, il y a des gens qui vont infiltrer l'Allemagne. Il y a eu des attaques terroristes au sein de l'Allemagne avant. Alors que maintenant, on sait que cette coopération, elle est préventive. Donc, sur le combat du terrorisme, je crois qu'on est les meilleurs candidats. On a vu maintenant ce qui s'est passé, par exemple, entre l'Arabie Saoudite et l'Allemagne sur les ventes d'armes pour l'affaire de journaliste Khashoggi. Ils ont arrêté cette coopération et ils ont tout annulé. Or, l'Arabie Saoudite aussi était une source importante d'informations sur le combat du terrorisme. Alors, je crois que ce sera encore à nous de fournir la coopération exacte pour les Allemands sur ce domaine. Docteur Cherif Hamid, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur en coopération en géopolitique à l'Université de Paris. Merci. Et on va terminer avec un reportage qui concerne la Tunisie.